Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous expliquer quelles sont les procédures à faire et quel examen à faire pour accéder à la PMA. Allez, je vous emmène avec moi dans ce petit témoignage. Donc je fais part de mon expérience, de comment ça s'est déroulé, quel examen on a fait moi et mon conjoint. Et du coup, j'espère que ça va répondre à toutes vos questions. Donc pour commencer, il faut savoir que nous avons commencé nos examens à peu près 11-12 mois d'essai. C'est notre généraliste qui a commencé à nous prescrire un bilan hormonal ainsi que un spermogramme pour monsieur pour voir où on en était, qu'est-ce qui n'allait pas. Parce que malheureusement, les gynécologues sont tellement débordés dans les petites campagnes que les délais pour avoir des rendez-vous en urgence sont de 3 à 6 mois. Donc c'est ce qui se passait pour nous, on avait rendez-vous que 3 mois encore après. Donc du coup, notre généraliste a pris les devants et nous a prescrit ces deux examens-là. Pour ma part, j'ai fait mon bilan hormonal à J3 de mon cycle, donc tout s'est bien passé. On s'est aperçu que tout était normal de mon côté. Et pour ce qui était du spermogramme, mon conjoint était totalement réticent au départ. Ça a été un non catégorique de sa part. Il ne se sentait pas prêt, donc je ne l'ai absolument pas poussé à ce niveau-là. À la suite de ça, on m'a prescrit un IRM aussi pelvien parce que j'avais des douleurs pendant mes règles, des douleurs pendant les ovulations ou même des douleurs intimes tout simplement et on soupçonnait une endométriose. Donc j'ai effectué un IRM en août 2020 qui s'est avéré qu'effectivement je fais un petit peu d'endométriose, donc entre stade 1 et stade 2 et du coup ça a commencé à compléter notre dossier. À la suite de ça, après une longue discussion avec mon conjoint, bien sûr, sans le brusquer et sans le forcer, il a enfin décidé de faire son spermogramme, mais nous avons mis un protocole tous les deux en place. Donc on avait mis un protocole en place, c'est-à-dire qu'il voulait que je l'accompagne jusqu'à le laboratoire, pardon, et que j'attende dans la voiture, il ne voulait pas y aller seul. Donc c'est ce qui s'est passé. On a eu les résultats du spermogramme 10 jours après, ce qui a été très très long. Et là, le premier verdict est tombé, le spermogramme n'était pas bon, que ça soit aussi bien en qualité qu'en pH, qu'en mobilité. Donc, première douche froide, mais notre généraliste nous explique que lui, à ce niveau-là, il ne peut plus rien faire et qu'il faut attendre le fameux rendez-vous du gynécologue. Donc les mois passent, nous avons enfin rendez-vous chez notre gynécologue. J'y vais seule parce que mon conjoint travaillait. Et tout de suite, au vu de nos résultats, mon gynécologue m'explique que lui ne peut plus rien faire pour nous, qu'il faut qu'on aille dans le centre de PMA où mon gynécologue se trouve. Donc c'est ce qui se passe, donc là grosse déception, là c'est un peu un monde qui s'effondre parce que même si on s'y prépare, on ne s'attend pas au mot infertilité, au mot insémination, FIV, traitement ovarien, donc c'est quelque chose qui est assez dur, même si on essaie de s'y préparer, on n'est jamais prêt à tout ça. Je suis sortie de ce rendez-vous, tout de suite j'ai pris rendez-vous avec le centre de PMA qui m'a donné un rendez-vous en décembre, donc 3 mois après. Donc durant ces 3 mois, on se pose mille et une questions, on se demande ce qui va se passer. Au mois de décembre 2020, on a eu rendez-vous dans le premier centre de PMA et là ça a été un cauchemar. Pour être franc avec vous, nous, ça a été un cauchemar. On a été très mal reçus. Déjà, pour vous la faire courte, on est en infertilité, on ne peut pas avoir d'enfants. Et pour accéder au centre de PMA, donc au centre de l'infertilité, il faut traverser la maternité. C'est-à-dire qu'avec mon conjoint, on tournait la tête à droite et à gauche et on voyait des bébés en nurserie ou des mamans qui venaient d'accoucher. Donc déjà, la chose que, voilà, qui... Alors, moi, j'ai fait abstraction, mais mon conjoint, non, absolument pas. Lui, ça l'a... Tout simplement, ça l'a choqué que l'on passe par la maternité pour accéder au centre de PMA. On a été reçu par un professeur qui avait de base une très bonne réputation et là, ça a été un décatombe, c'est-à-dire que pour être franc avec vous, il nous a traités de canards boiteux et que moi j'étais beaucoup trop grosse et que si je ne faisais rien, il ne s'occupait pas de moi. Donc à la suite de ça, on en a pris un petit peu plein les dents, tous les deux de chaque côté et on nous a demandé 150 €. Voilà, j'ai décidé d'être transparente sur... je ne citerai pas le nom du médecin ni l'hôpital, mais j'ai décidé d'être transparente à ce niveau-là avec vous. Et il avait represcrit un deuxième spermogramme pour monsieur
pour voir si au bout de 3 mois, puisqu'il faut savoir que chez les hommes, la régénération des spermatozoïdes se fait tous les 3 mois. Donc on voulait voir si c'était juste un dysfonctionnement pour une fois ou si c'était récurrent. On est sorti, j'ai fait entre guillemets une midi-dépression pendant 15 jours. J'ai arrêté de pleurer le matin de Noël. Le matin de Noël, mon conjoint m'a dit, écoute, c'est Noël aujourd'hui, il faut qu'on pense à autre chose. On verra la suite après Noël, mais pour le moment c'est Noël. Donc il a eu raison, j'ai profité de Noël en famille. Sachant que ça faisait déjà 15 jours que j'avais repris une alimentation équilibrée grâce à une nutritionniste. Donc voilà, toutes les femmes qui sont en surpoids ou qui sont en obésité, si vous voulez perdre un peu de poids avant de commencer une procédure, vous pouvez, parce que on risque de vous demander et on risque de vous dire non à une aide de PMA parce que vous êtes en obésité ou en surpoids. Tout ça parce qu'il se fie à un IMC. Voilà. Moi, je ne suis pas d'accord avec cet IMC. À la suite de ça, monsieur a fait son spermogramme début janvier. Fin janvier, on est retourné voir le même spécialiste qui n'avait pas été gentil avec nous. Et là, encore, pas agréable du tout, vraiment sur la défensive. Donc, j'avais perdu 8 kilos entre décembre et fin janvier, ce qui était déjà beaucoup. On s'attendait à un effort au moins de sa part et absolument pas. Il m'a dit que tant que mon IMC ne serait pas de 30, il ne me ferait absolument rien et que de toute façon c'est à cause de moi si mon conjoint n'avait pas d'enfant. Donc limite il a conseillé à mon conjoint de me quitter pour avoir des enfants, hein. C'était un petit peu ça. Le spermogramme n'était toujours pas bon. Nous sommes sortis du rendez-vous, on s'est dit plus jamais ce centre et plus jamais ce spécialiste. Donc là, on a décidé de repartir à zéro et de changer de centre. J'ai la chance d'avoir 2 centres dans ma région à 20 minutes de chez moi. Donc on a eu un nouveau centre. Là, ça n'a pas été du tout le même discours. Déjà, on nous a demandé tout un tas de documents pour prendre le 100% tout de suite. On nous a demandé si on avait déjà effectué des examens, donc on leur avait dit oui. Donc ils nous ont envoyé un dossier à la maison à remplir et il fallait que je leur renvoie avant notre rendez-vous du 1er avril. Donc dans ce dossier que nous avons reçu 3-4 jours après, il fallait qu'on remplisse nos noms, prénoms, si on était mariés ou pas. Et à la suite de ça, il fallait qu'on mette nos groupes sanguins, quel est l'examen qu'on avait fait, quels étaient les résultats avec les photocopies. Donc moi j'avais mis mon bilan hormonal, les 2 premiers spermogrammes et mon IRM pelvien. Et entre-temps, j'ai fait ce qu'on appelle une hystérosalpagographie. Donc ce mot-là, il est très dur à prononcer et c'est un examen qui n'est pas agréable du tout. En fait, vous êtes en position gynécologique. Tout simplement, c'est un... Comment je vais vous expliquer? Entre guillemets, c'est un petit peu un cathéter qu'on vous met au niveau de votre col, si je ne me trompe pas, si je vous raconte pas de bêtises. Et en fait, on vous injecte un petit liquide pour savoir si vos trompes sont perméables ou pas, s'il n'y a pas une fuite. Donc moi, il s'est avéré que ma trompe droite est bouchée. Donc du coup, on a mis tous ces éléments-là dans notre dossier. Et on a bien sûr mis, comme il nous le demandait, un document qui justifiait qu'on vivait bien ensemble, sachant qu'on n'est pas mariés, on n'était pas pacsés, on n'avait rien du tout en fait, on vivait juste en couple. Donc on a rempli ce dossier-là, on a attendu notre rendez-vous du 1er avril avec vraiment beaucoup d'angoisse. Vu les 2 premiers rendez-vous, comment ça s'était passé, on a rempli, voilà, on a rempli notre tête en se disant ça va mal se passer. On y a été vraiment très fébrilement, c'est-à-dire que moi j'étais à 2 doigts de la crise d'angoisse, mon conjoint était complètement renfermé. Et là, on est tombé sur un professeur vraiment très gentil, très à l'écoute, qui a lu le compte-rendu du premier spécialiste et qui a été même choqué des propos que on avait pu prendre, voilà, dans la tête. Et là, tout de suite, il nous explique qu'effectivement, nous avons une infertilité tous les deux, mais qui, voilà, c'est pas une infertilité... on n'est pas stérile, on est juste infertile, on a juste un problème. Parce que tout le monde mélange l'infertilité et la stérilité. C'est 2 choses complètement différentes. L'infertilité, c'est quand il y a des problèmes et que voilà, la médecine doit donner un petit coup de puce. Et l'infertilité, c'est quand monsieur ou madame ou même les deux, pardon, quand la stérilité, pardon, c'est quand monsieur ou madame ou même les deux n'ont plus d'AMH ou que les spermatozoïdes ont des problèmes. Et dans ces cas-là, c'est un processus complètement différent. Donc nous, tout de suite, il nous dirige vers une FIV.
Il me demande de faire encore des examens, des échographies pour voir mon utérus. Monsieur doit refaire encore un spermogramme, donc c'est ce qui s'est passé. Et à la suite de ça, on s'est aperçu que le 3e spermogramme était un peu meilleur. Pourtant, monsieur a vu strictement rien changer à part l'alimentation où il s'était mis à manger ni plus ni moins comme moi. Donc ça s'est passé en avril 2021. On a eu rendez-vous en août 2021 avec la bactériologie. Donc nous, dans notre centre, il fonctionne comme ça. Chaque centre est différent. Par connaissance, il y a des centres où ils n'ont pas du tout de rendez-vous bactériologie. C'est les gynécos qui envoient par mail les documents. Nous, en fait, dans mon centre, ce qu'on appelle la bactériologie, c'est-à-dire que monsieur va faire un recueil pour voir s'il n'a pas de bactéries dans les spermatozoïdes, tout simplement. Et moi, j'ai un prélèvement vaginal fait par mon gynécologue pour voir si, pareil, je n'ai pas de prélèvement d'infection. Je suis désolée, je perds un peu les mots. À la suite de ça, quand l'examen est fini, on est avec le bactériologiste, donc souvent c'est un gynécologue, dans son bureau. Et là, il nous donne toutes les ordonnances avec tous les traitements. Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on s'injecte? Où, quand, comment, à quelle heure et par qui le faire, parce que moi il a fallu que je le fasse faire par une infirmière, nous expliquer qu'est-ce qui va se passer. Excusez-moi, tiens mon chien. Voilà, je vous présente le petit bébé de la maison. Et du coup, donc voilà, donc il nous explique un petit peu tout. On ressort de ce rendez-vous avec énormément de choses, de documents. C'est-à-dire qu'on repart avec à peu près 7 documents, plein de livrets qui nous expliquent et tout. Donc moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de rentrer chez vous calmement. Pardon. Donc du coup, oui, excusez-moi, j'ai coupé la caméra. Donc je vous conseille de rentrer chez vous, de prendre un temps, de vous faire un petit thé ou un petit café et de relire les documents un par un et de tout noter sur une feuille les questions que vous posez et de rappeler votre centre de PMA. Donc du coup, nous on a fait notre première FIV en septembre, malheureusement qui a échoué, donc je vous invite à aller voir mes autres vidéos avant. Mais c'est un parcours qui est quand même très long. C'est-à-dire qu'on a commencé les examens pour savoir s'il y avait un problème en août 2020. Là, actuellement, on est en octobre 2021. Et voilà, nous n'avons toujours pas d'enfants, nous n'avons toujours pas d'embryon congelé. Et il faut tout recommencer. Donc, c'est un processus qui est long. Le maître mot, j'ai envie de vous dire, c'est courage et patience. Sachant que moi, je ne suis pas née avec la patience du tout. C'est l'un de mes plus gros défauts. Mais j'apprends à devenir patiente. J'apprends à devenir patiente et à écouter mon corps et à écouter et à faire confiance au médecin. Pardon, je coupe la vidéo parce que mon chien joue avec son jouet en même temps. Donc voilà, c'est pareil. Si vous faites appel à un centre de PMA et que vous n'êtes pas à l'aise avec votre gynéco, que ça se passe mal et qu'il a des propos qui ne vous conviennent pas, moi personnellement, pour l'avoir vécu, je vous conseille de changer de centre. Vaut mieux faire quelques kilomètres de plus et se sentir à l'aise et écouter que d'aller dans un centre de PMA et d'être en dépression. Tout simplement, la PMA est déjà très compliquée psychologiquement et physiquement. Donc si en plus vous êtes dans un centre où vous ne vous sentez pas à l'aise, pour moi ça sera un échec. Donc voilà, j'espère que toutes mes petites explications vont vous aider. Je ferai peut-être une nouvelle vidéo prochainement pour vous expliquer où j'en suis. Sur ce, on vous fait des gros bisous et à très bientôt.